Bienvenue dans la série Les experts hyper. Aujourd'hui, j'accueille Lali Dujolet, Happy Autiste Asperger HPI pour l'hymne à la joie de l'inclusion de tous les neuros extraordinaires, Senior Communication Manager Aspi at Work et conférencière inclusion handicap, responsable communication du Club des 6 pour l'habitat solidaire et l'insertion sociale, mais aussi responsable communication chez Lidot, le jeu éducatif qui encourage les enfants à la lecture. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les interviews d'experts. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne qui parle de haut potentiel, de diversité cognitive, de multipotentialité, d'hypersensibilité, bref, plein de choses. Et on est dans la série Les experts hyper parce qu'on parle en détail avec des experts de diversité cognitive. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lali Dujolet. Moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Sandrine Larive, je suis hypno-coach, donc je fais l'hypnose et du coaching mêlé pour justement les profils atypiques. Et voilà, j'essaye de faire en sorte que sur ma chaîne, on puisse vraiment aller en profondeur pour comprendre des choses parfois invisibles. Et Lali va nous parler aujourd'hui de quelque chose qui est encore assez invisible dans cette société. C'est le fait d'être HPI, mais aussi autiste Asperger en tant que femme. Donc, beaucoup de choses. On va parler aussi de multi-exceptionnalité parce que souvent aussi, quand on est autiste Asperger, HPI, on a parfois aussi d'autres troubles, 10 et autres qu'on pourrait citer. Voilà, mais je vais laisser la parole à Lali. Donc, je vais te laisser d'abord te présenter parce qu'on a hâte de savoir déjà qui tu es dans ta singularité. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Alors je suis Lali Dujolet, j'ai 44 ans et je suis donc autiste de haut niveau, dit Asperger ou l'inverse, et au potentiel intellectuel. Donc quoi, ce n'est pas incompatible. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, et je suis plutôt pas trop mal à intégrer socialement et professionnellement, ce qui est une exception quand on est autiste, mais qui tient sûrement du fait que j'ai été diagnostiquée très tardivement, en fait, ce qui fait que je me suis auto-rééduquée et puis avec des gros efforts d'adaptation à mon environnement et mon entourage pour garder un pied dans la réalité de la neurotypie. Oui, on verra plus tard aussi que justement ce masque social, un petit peu cette imitation, c'est aussi un trait spécifique de la femme Asperger. Peut-être qu'avant de commencer, on pourrait faire un petit point de sémantique pour les gens qui nous suivent. Tu as parlé d'autisme de haut niveau. Ça peut être confondu avec de l'autisme sévère et j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi c'est complètement l'inverse. Alors aujourd'hui, on ne parle plus d'autisme Asperger. Déjà pour commencer, les classifications ont tout lissé et font rentrer tous les autistes dans une même grande famille. L'autisme aujourd'hui est appelé plutôt TSA, trouble du spectre de l'autisme, et qui représente mieux la diversité. Moi, je n'ai aucun problème à dire que je suis autiste, sans forcément préciser que je suis autiste de haut niveau ou pas, enfin peu importe, j'ai des caractéristiques autistiques qui sont très fortes. Et c'est vrai que régulièrement, quand je dis que je suis autiste de haut niveau, les gens ont tendance à me rétorquer, enfin ceux qui connaissent pas ce syndrome, ont tendance à me rétorquer que c'est pas possible que je me roule pas par terre, que je parle, que je communique, et que donc je ne suis pas autiste de haut niveau. Je pense qu'ils confondent l'autisme de haut niveau avec le fait d'être très autiste, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais on voit plutôt à la télévision ou dans les médias des enfants qui sont autistes sévères et qui vont être non-verbaux, qui peuvent avoir des déficiences cognitives, mais pas forcément, qu'on doit même contenir physiquement parce que ils ont une anxiété, une nervosité qui est difficile à contenir. Donc voilà, il y a pas mal de, de mots qui se cooptent. Quand on ne connaît pas vraiment le syndrome, déjà l'autisme de façon un petit peu poussée, et le syndrome d'Asperger en particulier, les gens confondent. J'ai l'air trop normal pour être autiste à leurs yeux. Ouais, donc ça, c'est déjà un point super intéressant pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Toi, du coup, tu l'as découvert tardivement, tu nous as dit, ton autisme. Et du coup, on va en parler un petit peu de ce parcours. Je ne sais pas si c'est un parcours du combattant, mais on verra qu'il y a pas mal de choses qui se mettent des fois dans ce parcours. Moi, je sais que j'ai connu finalement cet autisme. On en a parlé tout à l'heure avec
un reportage très court dans Brut de Julie Deschez qui m'avait énormément marqué à l'époque et je m'étais dit exactement la même chose que tu viens de dire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ces deux mots, autisme et cette femme que je suis en train de voir parler, qui est, enfin, voilà, qui est jolie, qui parle très bien, comment c'est possible c'est indétectable, c'est vraiment invisible. Du coup, ça peut nous amener aussi à parler de comment tu l'as vécu toi. Alors effectivement, l'autisme de haut niveau, Asperger, fait partie des handicaps invisibles parce que physiquement, j'ai toute mon intégrité physique, que je ne suis pas marquée, j'ai pas un visage particulier, si ce n'est le fait d'avoir un grand nez, mais bon, ça vient plutôt du côté maternel. Et en fait, c'est d'autant plus invisible que les femmes autistes détectées tardivement, les femmes sont plus difficiles à détecter que les hommes. Pour plusieurs raisons, parce que ça fait partie de leur personnalité d'autiste, et en plus parce qu'elles ont tendance à vouloir cacher leurs différences, parce qu'il faut répondre à des normes sociales qui nous sont imposées plus ou moins volontairement depuis qu'on est toute petite, qui évoluent plutôt positivement depuis quelques années, mais il n'empêche que je pense que c'est le poids de la société et le regard de la société qui fait qu'on veut se fondre dans la masse. Donc moi, j'ai été diagnostiquée officiellement pendant le premier confinement Covid en mars 2020, mais c'est un processus de diagnostic que j'avais entamé j'ai commencé en 2008, mais devant les années d'attente qu'il y avait en hôpital pour se faire diagnostiquer, j'avais laissé tomber. Et puis en me disant, bon, de toute façon, tu vis très bien comme ça. Je sentais qu'il y avait une différence. En fait, depuis toute petite, je me sens à côté de la plaque, en tout cas sur une autre planète, je sais pas. Un extraterrestre. C'est licorne, ascendant, je sais pas quoi, clown ou l'inverse. Enfin, j'ai un traitement de l'information depuis toujours, du plus loin que je me souvienne, qui fait que je traite pas l'information de la même façon que les autres. Moi, je vois l'information comme à travers une espèce de sphère ou de prisme. En tout cas, quand l'information arrive, au lieu d'aller, elle traverse mon cerveau pas tout droit, elle traverse mon cerveau et puis elle part sur le côté. Donc, ce qui fait que je tourne toujours un petit peu à côté de la plaque dans mon interprétation de l'information qu'on va me donner si l'information n'est pas très claire, très précise. C'est une des spécificités de l'autisme, c'est que on détecte pas l'implicite, les non-dits, les sous-entendus. Ça, c'est quelque chose c'est une langue étrangère. En fait, je passe ma vie, j'ai l'impression d'être étrangère dans mon propre pays, parfois même dans mon propre foyer, parce que je suis toujours en train d'essayer de décrypter, de décoder, de traduire ce que les autres veulent dire. Et puis en général, je traduis même pas dans la langue qu'on attend que je traduise, je traduis encore dans une autre langue. Donc un parcours de solitude, enfin de solitude. J'étais solitaire quand j'étais jeune, mais pas seule. Solitaire parce que j'étais toute seule, j'avais pas d'amis. Ouais. J'étais même beaucoup harcelée, bousculée par mes camarades, voire agressée physiquement. Oui, ça, il faut le dire que c'est une caractéristique de beaucoup de femmes autistes Asperger, le fait d'être isolée. Et après, ce qu'on peut appeler, certains l'appellent naïveté, j'ai un peu du mal à le dire, moi, parce que pas que ce soit ça, mais en tout cas, une candeur sur les choses et parfois même, voilà, quelque chose de, finalement, même au niveau des relations, entre guillemets, sexuelles avec les hommes, qui peut être, encore une fois, de l'implicite qui n'est pas compris ou des intentions qui ne sont pas comprises. Oui, complètement, parce que comme... si les choses sont pas clairement dites et personne va te dire je veux coucher avec toi, enfin, sauf un de mes anciens patrons, mais c'était très très clair, mais un peu trop du coup, un peu trop cash. C'est vrai que le jeu de séduction, c'est quelque chose que j'ai pas tellement connu en fait, parce que je sais pas, et ce qui fait que quand j'ai été plusieurs fois l'objet de convoitises sexuelles de certains patrons ou camarades, etc., mais je détectais pas parce que si c'est pas clairement dit, bon, je sais pas le voir. Et c'est vrai que les femmes sont plus concernées que les hommes parce que elles sont déjà en plus des proies beaucoup plus faciles. Oui, voilà. Perversion narcissique et autres, et voilà, des proies tout court. D'où l'intérêt de sensibiliser aussi, je pense, les jeunes filles à ça. Et si elles savent pas qu'elles sont autistes Asperger, c'est difficile. Mais en tout cas, de continuer là-dedans, je pense. Oui, et puis bon voilà, moi comme je sais pas comment communiquer avec les autres, je sais pas forcément dire non plus. Donc j'ai appris
à m'ouvrir aux autres, à avoir un comportement social que je pense que les autres veulent que j'ai. Donc, je vais beaucoup sourire parce que quand on renvoie un sourire, on vient peut-être moins vous embêter quand vous êtes jeune, en tout cas quand vous êtes enfant, ou quand vous êtes dans votre coin et tranquille dans votre tête avec vos 12 copines imaginaires. Mais ça gêne les autres enfants que vous soyez dans votre coin, alors que plus vous pensez que vous dérangez personne, mais le fait de se Oui, du mettre dans coup, son coin gêne les autres ouais, finalement. pour préciser aussi, c'est ce qu'on disait, il y avait, on parlait des fuites, enfin, des stratégies de compensation justement de la solitude. Et donc, comme tu disais, c'était aussi fuir dans son imaginaire, comme tu disais, c'est 12 amis imaginaires. Et puis aussi cette imitation qui est très très forte, ce mimétisme social qui fait qu'on a un masque à 300% et qui est encore plus forte chez la femme, comme la femme HPI, hein, et tu es HPI Et aussi. qui est encore plus fort chez la femme HPI, Ouais, autiste et autiste, HPI, justement. Parce que absolument. je pense que le côté HPI va faire qu'on a encore plus de stratégies, on déploie encore plus de stratégies pour cacher l'autisme. Donc, euh, être autiste ne veut pas dire qu'on a nécessairement une déficience cognitive, la preuve. Mhm. Euh, donc déjà, les femmes autistes vont déployer des trésors d'imagination pour sembler le plus adapté à Normal. la société. Ouais, j'essaie d'éviter ce Oui, moi terme-là, mais bon, aussi, c'est malheureusement, on y malheureusement, oui. revient souvent quand même. Et la femme HPI va d'autant plus passer par plein d'autres méthodes pour cacher son handicap. Oui, et ce que je remarque aussi souvent, c'est que oui, c'est un peu aussi des fois les conséquences de tout ça, parce qu'à bout d'un moment, il y avait quand même une souffrance, hein, même si il y en a peut-être qui le vivent bien, mais il est comme si c'était la partie immergée de l'iceberg qui cachait un petit peu ce qu'on avait vu aussi avec Julie, la forêt, c'est que tu vas consulter, ben, des fois, il y a un petit côté souffrance, dépression, et puis il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas formés à ça et qui ne voient pas et qui sont incapables de faire un diagnostic, qui peuvent même faire des erreurs de diagnostic comme, dis donc, qu'elle change beaucoup d'humeur, c'est cyclique, ça peut être bipolaire. Mm, mm. Dis donc, ça peut être aussi, OK, de l'anorexie qui est une conséquence de la souffrance, mais du coup, je ne vois pas le HPI et le trouble autistique. Du coup, c'est pas facile, en fait. Non, c'est extrêmement complexe et tu fais vraiment bien de le souligner. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de thérapeutes qui sont spécialisés dans le TSA et de même, enfin, on peut pas être spécialiste de tout. Quand on dit qu'on est spécialiste de Non. tout, c'est qu'on est spécialiste de rien. Donc, un psychiatre qui va vous dire qu'il est capable de soigner ou d'adoucir et d'alléger toutes les pathologies qui relèvent de la psychiatrie ou du cerveau, des neurones, de ce que vous voulez, je pense que ce sera un bon psychiatre généraliste, voilà, qui sûrement connaîtra la plupart des troubles, mais rien ne remplacera le psychiatre qui est Mhm. spécialiste en TSA. Et j'ai eu cette chance au bout d'un moment, quand j'ai repris mon processus diagnostic l'année dernière, où à nouveau j'ai voulu repasser par les hôpitaux, où c'était à nouveau 3 ans d'attente. Je suis passée au Centre ressources autisme d'Île-de-France, très Mhm. très peu de temps avant la fermeture pour le confinement. Et là, ils m'ont orientée vers deux psychologues que j'ai vus, parce que j'ai consulté les deux en me disant que c'était beaucoup une question de feeling aussi avec les deux thérapeutes. Et heureusement que j'ai vu les deux, parce que la première, c'était catastrophique. Euh, voilà, je me suis sentie mise à défaut, jugée, Mhm. Mhm. sermonnée. Bon, je n'étais pas à l'aise. Elle m'a renvoyée vers une psychiatre, pareil, qui était encore pire. Enfin, en tout cas, que j'ai vécu pire. Et qui m'a jamais donné de second rendez-vous. J'ai fait quelques tests, mais voilà, je sais jamais ce qu'on donnait ces tests-là. Et parallèlement, j'avais rencontré une autre psychologue, tout l'inverse, un bonheur de bienveillance en fait. Pour la première fois, l'une des premières fois de ma vie, j'ai pleuré, ce qui m'arrive absolument jamais parce que je contrôle beaucoup mes émotions. Et puis pour qui ça n'a pas fait un pli que j'étais aspi et qui m'a quand même fait passer des tests, etc. Et qui m'a renvoyé vers une psychiatre qui s'était installée depuis peu de temps, qui venait des hôpitaux de Paris aussi, et qui venait de s'installer depuis peu de temps et qui donc avait encore un petit peu de place. Et que j'ai vu, on s'est vu 3, 4 fois, pareil, au bout de la première séance, elle m'a dit, bon, je devrais pas vous le dire, mais je pense que là, ça fait pas un pli, mais bon, on va quand même continuer pour voir justement si c'est Mhm. ça ou un des autres troubles que tu évoquais à l'instant.
Et j'ai fait des tests et puis ça a fini par confirmer effectivement rapidement au bout de 4 ou 5 séances que je suis autiste Asperger. Donc elle m'a fait mon dossier MDPH qu'on a renvoyé et qui a étudié tout le dossier et qui a effectivement confirmé que j'ai un taux de handicap qui n'est pas neutre et qui m'ouvre pas mal de droits en tant que personne handicapée. Donc oui, je suis handicapée, j'ai aucun problème à le dire. Enfin, est-ce que c'est moi qui suis handicapée ou est-ce que c'est la société qui me Oui, handicape? c'est une belle question. La frontière entre les deux. Mhm. Et en tout cas, ce que tu m'as dit, c'était quand même, par l'autre fois, je parlais voilà, de faire son coming out en général quand on a une différence qui est importante, en un fonctionnement surtout, qui peut Mm. être différent par rapport aux 80% du reste. Pour toi, ça a été comme une renaissance, tu disais, le fait Mm. de mettre des mots dessus. Et les mots, je sais s'ils sont importants pour toi, Lali. Mm. Tout à fait. Alors moi, je me suis... Alors, quand on est autiste, on a des intérêts spécifiques. Et moi, l'un de mes intérêts spécifiques, c'est notamment le mot, le français, l'orthographe, le vocabulaire, parce que je pense que intuitivement, ça m'a relié aux autres. Euh, voilà, le fait, j'ai beaucoup étudié le deuxième, le troisième sens des mots dans le dictionnaire. J'adore, je fais un petit peu moins, mais quand j'étais plus jeune et notamment étudiante en lettres, j'ouvrais le dictionnaire et tous les soirs, j'apprenais une dizaine de mots avec les différents sens que ça pouvait avoir. Donc, le premier sens qui est le premier sens, et après, deuxième, troisième, qui sont des sous-entendus, Figuré, des etc. figurés, etc. Et donc, ça, c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir mieux De rentrer te en relier au monde. communication et de trouver, enfin, de comprendre de comprendre un peu le second sens, en tout cas, développer beaucoup d'humour. Et donc, ça, oui, super important, effectivement. Et je ne sais plus quel Et était on le début de ta disait, oui, question. le fait de l'annoncer, et Ah maintenant, oui, alors, c'est même plus que ça, maintenant tu es devenue presque une militante, et c'est marrant parce que je vois beaucoup de vidéos qui disent que la femme autiste finalement devient une véhémente supportrice du féminisme, de la diversité, de l'anticapitalisme. Je trouvais ça assez rigolo, c'est peut-être un peu caricatural, et évidemment ça dépend de beaucoup de personnes. Le fait est que j'en ai parlé à beaucoup de gens, et vous êtes toutes plus ou moins engagé dans quelque chose une fois que vous l'avez découvert, en tout cas, qui est lié à ça. alors c'est très drôle parce que c'est effectivement toi qui m'as envoyé une vidéo il y a quelques heures justement pour parler du fait que l'un des intérêts spécifiques de la femme autiste c'était souvent le militantisme ou bercé dedans. Ce à quoi L'engagement. voilà, l'engagement, ce à Mhm. quoi je n'avais pas du tout pensé, mais qui est une réalité, en effet. Alors, dans le sens où, quand on démarre quelque chose, alors c'est aussi avec la frontière avec le HPI, je pense, hein. C'est quand on commence à s'intéresser à un sujet et qui nous plaît, il faut qu'on connaisse tout sur ce sujet-là. En tout cas, qu'on ait vraiment fait le tour de la question autant qu'on peut jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et puis après, on passe à autre chose. Mais pendant toute cette durée de découverte et d'apprentissage, il y a une intensité intellectuelle qui se met en place et on ne peut pas en sortir, quoi. Moi, j'appelais ça une boulimie du sujet aussi. Ah ouais, mais complètement. Enfin, sauf que la boulimie, à la fin, tu te fais vomir, Oui, là, non, tu passes à autre là, chose. tu gardes tout, quoi. Ouais, Et tu c'est gardes ça. tout, tu gardes une bonne partie en tout cas, parce qu'on ne peut pas prétendre tout garder en mémoire, mais et du coup, moi, voilà, je passe beaucoup d'un sujet à l'autre en me nourrissant par orgie Ouais. de ce sujet-là. Et depuis que mon diagnostic a été posé, effectivement, ça m'a permis de me libérer d'un point de vue personnel, parce que bah, ça a pu expliquer à mes ados, à mon mari de temps en temps, justement, la façon dont je suis un petit peu abrupte, puisque l'information, je la reçois de façon au sens premier, et je la donne aussi de façon tout à fait factuelle, quoi. C'est-à-dire que je vais pas prendre je vais pas faire de rondeurs, je vais pas prendre des tonnes de circonvolutions pour dire un truc et bah, il semblerait, on me le dit suffisamment souvent pour que je le croie, que, que c'est un peu trop direct, un peu trop franc, alors que moi, bah, je donne une information, je donne une information. Bon, j'essaye d'apprendre à faire des circonvolutions, mais du coup, je me perds dans ce que je veux dire. Et du coup, du jour où j'ai été diagnostiquée, ça a à peu près correspondu à un moment où je me suis retrouvée en licenciement économique à cause du Covid l'année dernière. Et là, je me suis dit, j'ai plus envie d'être dans un processus d'intégration, mais dans un processus d'inclusion. Donc, je distingue bien les deux. C'est-à-dire l'intégration, on est quelqu'un dans un environnement qui existe sans forcément, enfin, sans faire en sorte que l'environnement soit adapté à la personne, c'est à la personne de s'adapter. Alors que l'inclusion, eh ben, c'est l'environnement qui est mis en place pour s'adapter à la personne. Mhm. Et donc, moi, j'ai tellement fait l'effort toute ma vie de m'adapter à mon environnement personnel, professionnel,
que j'ai eu envie à un moment d'une espèce de... C'est pas un juste retour des choses, parce que voilà, la vie n'est pas injuste. Tant que j'étais pas diagnostiquée, rien ne semblait injuste, c'était juste comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai plus envie d'être dans la démonstration. Enfin, je suis dans l'explication et non pas dans la justification. Et du coup, Ouais, avant, plus dans j'étais... la revendication, mais dans Oui, le, voilà, dans bah, la et, facilitation. ouais. Mm. Et du coup, bah, c'est vrai que comme j'ai pu prendre un petit peu la parole et qu'en fait, je suis pas du tout impressionnée par la prise de parole parce que je fonctionne en mode mission. Là, on Mm. fait cette interview qu'on a Mission préparée. interview. C'est ça. Donc, pendant tout le temps de l'interview, je vais être en mode, voilà, il faut que je délivre un message, que Sandrine me recadre un petit peu quand je pars un petit peu trop à l'ouest. Mais voilà, c'est une mission. Donc, tout fonctionne en mode mission et les missions, je me suis réinvestie dedans. Je pense que beaucoup d'autistes et de HPI aussi, il y a quand même pas mal de points qui sont communs, ne vont pas supporter l'approximation ou la médiocrité. Donc, Ouais, on la va toujours sémantique est vouloir... super important Mm, et puis on veut comprendre et ouais. comprendre, c'est vivre et exister. Et donc, du coup, bah, je me dis, si on peut arriver, moi j'ai envie que la diversité devienne la norme, finalement. Si on veut parler de C'est beau ce que normalité, tu bah, dis. bah, écoute, je trouve que la vie, elle serait quand même beaucoup moins sympa. Moi, j'adore vivre à Paris parce que à Paris, bah, dans le métro, tu as toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les classes Ouais. sociales, etc. Ce que tu trouves un petit peu moins dans certaines provinces en France, ou même mon fils qui est roux, ce qui a priori n'est pas un handicap en soi, est plus dévisagé dans certaines régions de Ouais, je France comprends. qu'à Paris, où voilà, c'est juste Mhm. une couleur de cheveux, on s'en fiche, quoi. Enfin, c'est même plutôt joli et plutôt rare. Et donc, si on le regarde, c'est parce qu'on admire et non pas parce que c'est un être bizarre. Et donc, c'est passé ce message de diversité. Alors, moi, je travaille pour une association qui s'appelle le Club des Six, Mhm. qui crée et gère des habitats inclusifs pour personnes en situation de handicap. Donc, 6 personnes qui vivent en colocation, chacun avec des handicaps différents. Et tout à l'heure, je vais voir mes copines de l'une de ces colocations. Il y en a 2 qui sont trisomiques, une qui est dysphasique, et puis il y a trois autistes, garçons à différents degrés de sévérité d'autisme. Bon, ben voilà, c'est super chouette, quoi, parce que personne ne parle de handicap là-bas. Ils vivent en colocation, ce sont des jeunes adultes. Ce soir, on va au restaurant japonais avec mes 3 copines, là, et voilà, il y a pas de différence. C'est juste la vie, c'est comme ça. On n'est pas des clones les uns des autres. Je préfère qu'on vive dans un monde de clowns euh, que dans un monde de clones. Et je pense qu'on peut y arriver. Et je me disais qu'on n'a peut-être pas abordé le sujet, mais en fait, j'ai été diagnostiquée HPI avant d'être diagnostiquée autisme Asperger. D'accord, Ça s'est fait, donc ça a un peu caché aussi le diagnostic bien d'Asperger. sûr. J'ai été diagnostiquée tout à fait fortuitement. Je passais un entretien d'embauche, je ne sais plus, dans les années 2012, quelque chose comme ça. Et cet employeur rétrograde m'a fait passer un test de QI, mais alors ça a duré pendant 1 heure et demie sur ordinateur à faire des tonnes de tests psychotechniques dans tous les sens, etc. Bon, voilà, je fais le truc, hein, je passe un entretien, je fais ce qu'on me dit. Et à la fin, on débarque avec une feuille en me disant mais c'est incroyable. Je pense qu'on va refaire les tests parce que j'ai jamais vu un QI aussi élevé. Bon, un QI sur Internet et tout ça. Donc, Oui, ça me fait un petit peu de... oui, je suis tout à fait d'accord. Et bon, mais 1 heure et demie quand même de tests. Et du coup, par curiosité, il se trouve que mes enfants sont tous les deux HPI. Oui, c'est Euh, ça qu'il faut dire aussi, comme ouais, aussi une autre femme à qui j'ai parlé ce matin, c'est souvent aussi les enfants qui on se sont reproduit. diagnostiqués et on se reproduit, c'est héréditaire, mais surtout des fois, le diagnostic des enfants, quelques temps après, peut faire dire, mais en fait, ils sont comme moi. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui fait que le fait que le diagnostic soit posé aide aussi à mieux supporter ses enfants HPI. C'est pas toujours facile. J'en ai un qui est HPI. Souvent, des fois aussi, on couplait un TDAH, donc trouble de l'attention et Bah, l'hyperactivité. le second, par exemple, voilà, et puis il a gagné encore un autre syndrome, mais il veut pas que j'en parle, donc j'en parle pas. Mais ouais, ça commence à faire un peu d'ambiance à la maison. Mais c'est vrai que Euh, c'est plus facile quand on oui, met c'est des plus facile, mots. effectivement, parce que déjà, on peut s'en parler, et puis c'est comme quand mon diagnostic d'autisme a été posé. Je
leur ai demandé ce que ça leur faisait d'avoir une maman qui était autiste, et puis savoir si du coup je pouvais en parler pour démocratiser le fait qu'on peut être autiste et heureux. Tout n'est pas facile, hein. Il y a plein d'exemples au quotidien qui font que je suis finalement toujours à la limite borderline de l'effondrement physique, parce que tout Il y a une m'épuise. énorme fatigue, bien sûr. Ouais. Mais quand je leur ai demandé si ça leur posait un problème, ils m'ont dit non, pas du tout. Et justement, le plus jeune m'a dit de toute façon, moi, je suis bien bip, comme syndrome, donc on s'en fiche, quoi. Enfin, de toute façon, t'as toujours été bizarre. Je retombe sur des publications, des souvenirs Facebook de temps en temps où je les entends parler tous les deux. Ils étaient beaucoup plus petits et ils savent pas que je les écoute. Et tu trouves pas qu'elle est un peu bizarre, maman? Ouais, bah oui, bah, c'est maman, quoi. Ah ouais, mais de toute façon, c'est mieux, hein, parce que les autres mamans, elles sont vraiment beaucoup moins cool. Maman, elle rigole tout le temps. Donc, finalement, c'était plutôt chouette de se dire que ça les a pas traumatisés. Et Bah, ils moi, je m'ont trouve que donné c'est beau ce l'autorisation que d'en tu parler. dis. C'est aussi beau ce que tu dis, c'est comme le HPI, parce que on a trop vu ces histoires de souffrance, absolument, tout le temps, et je trouve que tu portes vraiment un message joyeux, et complètement différent de ce qu'on peut entendre. Donc, et c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer, pour porter cette joie, même si des fois tu souris pour Pour la faire du bien à la caméra. caméra. Ça, on le sait maintenant, mais je trouve ça super. Et c'est vrai que voilà, c'est un sourire qui est sincère là, Oui, bien sûr. mais effectivement, voilà, on pourrait revenir sur quelques exemples du quotidien qui sont Oui, très bien décrits par Julie Dachès d'ailleurs sur la théorie des petites cuillères là aussi, oui, où sur c'est le dosage de effectivement l'énergie. exactement, c'est que avant même de mettre un pied par terre, j'ai passé quelques minutes, heures. Enfin, en fait, la nuit, j'ai jamais une nuit complète où je dors de 23 heures à 6 heures du mat. Ça n'existe pas. Il y a toujours tout le temps en train de cogiter. Et ma cogitation, ça va être il va falloir à telle heure que je mette le pain dans le grille-pain pour que le plus jeune ait sa tartine machin, nan. Il va falloir que, enfin, en fait, je suis tout le temps en train de surconscientiser tout ce qui va se passer. Donc, j'anticipe tout. Mm, Et la gestion de l'imprévu est horriblement compliquée. Mais l'imprévu, mm. ça va être, je vais acheter ma baguette de pain et il n'y a plus la baguette de pain que je pensais prendre. Et alors là, c'est catastrophe totale. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas ma baguette, quoi. Alors déjà, c'est pas le bon vendeur, c'est pas la bonne baguette. Qu'est-ce que je fais? Ben, je ressors en général. Et j'envoie mes Sachant que tu enfants. as tout anticipé avant d'y aller aussi. Que la scène, Oui, tu te l'es revue j'ai trois tout fois dans la calculé. tête. Et c'est Mm. un truc que je fais à peu près tous les 2 jours, d'aller acheter ma baguette de pain. Donc, tous les 2 jours, je sais que je vais avoir tant de pas pour arriver jusqu'à à la boulangerie, que je vais demander de telle façon ma baguette de pain pour que la personne, le vendeur comprenne bien, même si je demande toujours de la même façon, donc il n'y a pas de raison qu'il ne comprenne pas. Mais pour peu que ce soit pas le même vendeur, Mm. est-ce que la nouvelle vendeuse va comprendre ma façon de demander la chose? Et Donc, c'est puis, beaucoup d'anxiété aussi. en fait, c'est une anxiété constante. Je suis hyper anxieuse. Alors, Mm. quand on me dit, ouais, t'es stressée, mais oui, mais c'est pas du stress que je donne aux autres, c'est juste C'est un c'est mode de... une grosse limite, en fait. Mm. Ouais, chez moi, mais même passer un coup de fil, enfin, le téléphone est super compliqué parce que je ne vois pas la personne. Et même si je ne suis pas capable d'interpréter les émotions véhiculées par un visage, Il y a quand même le non-verbal. ouais. Et puis bon, ça permet de repréciser les choses aussi. Et puis quand je suis au téléphone, en fait, mon esprit Mm. divague dans des contrées extrêmement lointaines et j'y arrive pas. Et puis j'aime pas les bavardages. Encore une fois, ouais, Les c'est small talk, compliqué. comme on dit, les petits trucs insignifiants. Et tu disais le portable, comment tu l'appelais? C'est aussi, il est plus autiste que moi ou il est aussi... Il est aussi autiste que moi parce qu'en fait, il sonne pas souvent. Donc, soit parce que effectivement, je l'ai laissé en mode avion. Bon, moi, ça, c'est un peu de ma faute, mais est-ce que c'est un truc inconscient qui fait que Ouais, un petit acte il y a manqué. un truc, hein, ouais. Et pourtant, bon, ça fait partie des trucs que je conscientise aussi. Il va falloir que j'enlève le mode avion de mon téléphone. Non, je sais pas. Pourtant, je change régulièrement de téléphone parce que je le perds, je le casse. Je suis dyspraxique. Tant qu'à faire, j'ai un certain nombre de Tu trucs veux en nous hic. redire, tu peux peut-être redire pour les gens ce que c'est? Dyspraxique? Dyspraxique, de façon très schématisée, c'est que mon cerveau n'a pas intégré qu'il est
qu'il est dans une enveloppe charnelle, ce qui fait que mon cerveau fonctionne d'une certaine façon et que mon corps fonctionne d'une autre façon. À titre d'exemple, je vais voir qu'il y a un obstacle dans la rue. Je sais, mon cerveau voit l'obstacle, je traite l'information, il y a un obstacle. Normalement, n'importe quelle personne va contourner l'obstacle, lever le pied ou machin. Bon, ben moi, bim, je me le prends. Mais c'est systématique. Je passe la moitié de l'année avec des attelles, Et des c'est beaucoup de fractures. maladresse, du coup, Ouais. aussi, à la fois Les physique et maladresses émotionnelle. sociales et les maladresses C'est physiques, ça. tout va bien. Avec beaucoup d'actes manqués. Mais bon, enfin, après, ça fait marrer les gens parce que, en tout cas, ma famille, j'ai autant de bleus sur les jambes que mes fils qui font du foot, quoi. Parce que je me prends tous les coins possibles et imaginables. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est vraiment à la marge. Je suis prosopagnosique, encore, un truc en hic. Là, je ne reconnais pas les personnes en dehors d'un contexte bien défini. C'est-à-dire que mes voisins qui habitent à 3 mètres de chez moi, si je les vois chez eux, ça va, je les reconnais. Mais dans la rue, s'ils sont pas, je sais pas, s'ils sont du quartier mairie, alors que, voilà, bah, je vais pas les voir, je vais pas les reconnaître. Donc avec mes collègues aussi, ça pour le coup c'est encore plus compliqué. Quand même mes voisins, je les croise assez souvent dans la rue pour les reconnaître, mais les collègues c'est difficile. Et j'aimerais bien aussi que tu expliques, parce que ça, c'est pas forcément facile pour les gens de comprendre. Comme HPI et aussi autiste Asperger, tu es hypersensible, tu as une grande sensibilité. Ah, typiquement ce matin, je trouve ça génial de le dire, mais il y avait de marteau-piqueur chez toi. Je pense que ça crée une grande anxiété, et si on l'entend, etc. Moi-même, j'avais mon casque anti-bruit à ce moment-là, j'étais tellement en compassion de ce que tu disais. Et en même temps, comme me disait aussi Jennifer Rudman, à qui je parlais ce matin, il y a aussi ce côté, on n'exprime pas forcément nos émotions, et du coup, les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse être hypersensible, et en même temps, ils se disent, mais elle n'a pas de cœur, elle n'exprime pas C'est ça. d'émotions. Ouais, c'est exactement C'est ça. ça, hein. C'est C'est pas exactement facile ça de parce que du l'expliquer. coup, t'as pas envie que les gens voient ton stress du bruit. Enfin, moi, le bruit, c'est un truc. En fait, le bruit, ça dépend du bruit, mais les petits bruits répétitifs, ou alors les bruits qui sont. Enfin, le bruit d'une voiture dans la rue, c'est compliqué. Sortir à certaines heures dans la rue, c'est compliqué. Alors, il y a les sons, il y a les bruits, il y a les odeurs. Alors, ça, on m'a toujours dit que j'aurais pu être née une Ah nausée. oui? Pas que par la taille, hein, Sandrine, Non, aussi non, par la sensibilité olfactive. C'est un champ de colza que tout le monde va sentir hein, quand on oui. passe en voiture. Bon, bah, moi, je le sens depuis 12 kilomètres. Voilà. Mais ça aide beaucoup parce que du coup, je sens avant tout le monde que, par exemple, ça commence à cramer dans la casserole. Ah oui, ça c'est utile, oui. Voilà, enfin, donc, voilà, faut faire des limites sensorielles. Ça peut être un point positif aussi de temps en temps. Tout ce qui va être touché aussi, je supporte pas les frôlements, les trucs comme ça. La promiscuité, n'en parlons pas. Le métro, j'ai la chance de pouvoir travailler en télétravail autant que je veux. C'est une disposition qu'a mise en place mon employeur pour moi. Parce que les transports en commun, j'ai 1 heure et quart de métro pour aller au boulot. Déjà C'est mon heure et beaucoup quart de métro. d'exposition aux stimuli Et pourtant, agressifs, ouais. j'ai une carte à priorité pour les places, Ah les oui? files d'attente, etc. Mais il n'empêche il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs, beaucoup de gens qui ont touché la même barre. Et du coup, en fait, pour revenir à ce que tu disais, ce que disait Jennifer Rudman, effectivement, on va avoir tendance à ne pas vouloir le montrer parce que ça fait c'est pas dans la norme, encore une fois. Donc moi, je vais me refermer sur moi, mais je pense que je vais afficher un regard peut-être figé, enfin C'est une ça. expression figée, pas parce que je suis figée contre les gens qui ont envie d'être sympas avec moi, mais parce que je me préserve. C'est ma façon de l'huître qui se referme face quand on le fait guidi, quand on veut prendre sa perle, quoi. Donc ouais, je suis beaucoup dans la maîtrise de moi, mais alors le métro, c'est l'un des pires trucs qui puissent m'arriver. Dans une salle de spectacle, maintenant qu'on va pouvoir reprendre, on allait au ciné ce week-end avec mon mari et un de mes fils, bon, je suis toujours celle qui est assise près du bord extérieur pour pouvoir fuir ou pour ne pas être insérée entre deux personnes. Pareil, quand je prends une place de concert,
paradoxalement, j'adore les concerts parce que j'adore la musique. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer et qui est un point commun entre beaucoup de personnes tout court et de personnes en situation de handicap aussi. La musique, c'est quelque chose. Enfin, les bébés, depuis qu'ils sont tout petits, on n'a pas besoin de leur apprendre à battre le rythme pour que naturellement ils se balancent ou ils expriment de la joie, une satisfaction quand ils entendent de la musique. Moi, j'adore danser. C'est le moment où je suis le plus moi-même en fait, parce que je me fiche complètement de ce que les gens vont pouvoir Tu penser. regardes les autres. Ah ouais, complètement. Et puis, on est tous égaux sur une piste de danse, quoi. Alors, j'ai toujours été sur le milieu de la piste et pas au bar. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon mari, d'ailleurs, au milieu d'une piste de danse Ah bah, ça, au bal des pompiers. super. J'ai trébuché, voilà, dyspraxique. Et bon, c'est le genre de trébuchement qui peut être bénéfique. Il Parce y a que des maladresses bénéfiques, effectivement. Hein. c'est Ouais. C'était stratégique ce jour-là, en fait. stratégique, ça a été ma seule stratégie de drague, enfin de drague, même pas de drague, du coup, c'était direct. C'était, voilà, soit on tombe dans les bras et l'accueil est favorable, soit on tombe dans les bras, l'accueil est pas favorable, on a juste trébuché, c'est pas grave, quoi. On passe à autre chose. Et du coup, ça m'interpelle parce que tu as parlé, et je voulais qu'on rebondisse là-dessus, donc c'est parfait, d'adaptation aussi au travail. On n'a pas forcément parlé du travail. Comment se sont passées tes 40 années de vie, et notamment celles du travail, et comment finalement tu peux recommander aujourd'hui à un employeur d'essayer quand on parle d'inclusion, de s'adapter aussi aux personnes autistes Asperger qui font du très bon boulot et sûrement certains types de travail encore mieux que d'autres personnes. Je pense qu'il faut le dire. Donc, je te laisse Merci. digresser sur le sujet. Alors à l'école, bon, j'étais pas diagnostiquée et donc bon, je pense que les choses ont beaucoup évolué depuis. Pour l'accueil des enfants autistes, bon, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais je pourrais pas témoigner dessus. Moi, j'étais juste dans mon coin et plutôt même malmenée par certains professeurs qui ne devaient pas comprendre mon comportement, enfin mon attitude. En plus, j'avais ce côté très agaçant, un peu première de la classe, donc voilà, ça énerve un peu aussi, parce que les choses me semblaient évidentes. Donc, bon, bah, voilà, la réponse c'est ça, parce que c'est ça, quoi. Enfin, Bah oui. plutôt, hein. Et après, alors, j'ai commencé à bosser dans l'édition, donc j'étais à domicile, donc j'étais bien cachée et tout ça. Donc, mon mari travaillait, moi je travaillais à la maison. Et en fait, à un moment, j'ai voulu travailler en tant que salarié dans une entreprise parce que j'avais les enfants, que c'était plus confortable. Enfin, je m'imaginais que ce serait plus confortable d'avoir un salaire fixe et des vrais congés payés et que en plus, j'avais envie de montrer l'image d'une maman qui était socialement incluse, enfin intégrée pour le coup, même sans savoir à ce moment-là au tout début que j'étais autiste. Et, et en fait, ben, comme je suis pas capable de trop bien. Enfin, je sais pas copiner en fait. Je sais pas faire des bavardages juste sociaux. Bien, comment ça va, machin. En fait, ça m'intéresse pas. Hein, je dis très crûment, mais j'ai pas tellement d'empathie. C'est pas que je n'aime pas les gens, mais il faut que l'information soit intéressante. Si quelqu'un est triste, je me réjouis pas qu'il soit triste. C'est pas du tout ça. Mais comme moi, je vais avoir vraiment tendance à prendre du recul sur les choses. Quand quelque chose ne va pas, je vais temporiser, je vais trouver des solutions, enfin, je vais trouver des explications, en tout cas, et aussi une façon que ça aille mieux, quoi. C'est-à-dire ne pas tourner en boucle sur son propre malheur. Bon, ça, je sais que c'est un discours qui est difficile à entendre et pas du tout populaire, donc voilà, je ne sais pas quels commentaires se feront sous ta vidéo à cet instant de la vidéo. Mais voilà, c'était important que je trouve un travail salarié. Bon, je vais pas au boulot pour me faire des copines, donc ça me dérangeait pas de repartir. Après, je devinais bien qu'il y avait des amitiés, des trucs comme ça. J'ai été plusieurs fois, beaucoup c'est un bien grand mot, mais plusieurs fois l'objet de harcèlement sexuel et moral de la part de mes employeurs. Mais en fait, je m'en rendais compte quand c'était déjà un petit peu trop tard, presque. Et ça a fini par à force de prendre sur soi pour être toujours la super employée, je suis responsable communication, c'est quand même pas commun pour une autiste Asperger, mais justement parce que comme j'ai un traitement de l'information qui est très différent,
Je suis jamais dans les clous des concurrents et c'est Oui, le fait c'est que pour du ça coup que je disais c'est un avantage aussi. voilà, en tout cas, voilà, moi je l'ai transformé en avantage à ce niveau-là. Maintenant, sur les 700 000 autistes qu'il y a en France, il n'y en a que 10% qui sont en emploi parce Mm. que c'est trop D'accord. difficile. 700 000 autistes, Tout tout compris. trouble Tout trouble. spectre autistique compris. Il n'y en a que 10% qui sont en emploi et en emploi durable parce que ça devient trop difficile, même avec la meilleure volonté du monde, en étant des employés extrêmement fiables. Je n'ai jamais rendu un seul projet en retard et je me donne dedans. On me dit, tiens, il faudrait que tu fasses ça. Bon, bah, je le fais et vraiment jour et nuit, week-end compris. La Enfin, bonne élève sur absolument tout. ouais, mais parce qu'en fait, j'ai peur que ce soit pas assez bien. Bah Donc, oui. il y a ce côté un peu outrancier de bien Perfectionniste faire. aussi, je pense, Ouais, hein. ouais. Mais bon, après, sans savoir si je suis dans le bon sens, j'ai aussi besoin Oui, de m'entendre dire de la reconnaissance un que c'est minimum, bien. ouais. Bon, en tout cas, reconnaissance, en tout cas, qu'on me dise que je vais dans le bon sens. Oui. Parce que la reconnaissance, ça, c'est les compliments, je ne sais pas les percevoir non plus. Enfin, on me dit, ah, t'as bien fait, c'est super, machin. Je parie, c'est normal, j'ai fait mon job, quoi. Ouais, tout est normal. Enfin, tout est normal, enfin, tout trouve un sens. Donc ça, je ne sais pas prendre les compliments. Et pour le boulot, ben, ça peut mener très souvent, et ça m'est arrivé aussi, à un effondrement physique. Le fait de toujours prendre sur soi pour être au top, la top des salariés, la top des mamans, la top de tout ce que vous voulez, et puis surtout au boulot où les relations avec son patron, en tout cas son donneur d'ordre, ne sont pas forcément toujours simples, parce que reprendre son patron en disant, mais quand tu as dit ça, tu as voulu dire ça ou ça? Donc le mec, il va regarder en disant, elle est teubée celle-là. Non, mais, parce que quand on le reprend en disant, mais en fait, parce que là, ce que tu as dit, ça veut textuellement dire ça. Euh, Or, ça pourrait être interprété comme ça. Donc, j'ai besoin qu'on me dise en fait ce qu'on attend vraiment de moi. Et donc, c'est un effort constant. Et moi, j'ai eu un effondrement psychologique. Enfin, ça a été un effondrement physique en premier lieu. Un jour, il y a 2 ans et demi, je suis rentrée de déjeuner au bureau et je suis tombée par terre, percluse de douleur. Je ne pouvais plus bouger du tout. Tout me faisait mal, surtout dans les reins. Enfin, je ne pouvais plus faire un mouvement, c'était horrible. Donc j'étais arrêtée assez longtemps parce qu'on cherchait ce que j'avais. J'avais des problèmes de reins, problèmes de plein de trucs. Et Tout s'était déréglé, presque. ouais, tout s'est déréglé. Alors alors, on a fini par se rendre compte que j'avais un cancer de l'utérus. Alors est-ce que on peut mettre de la psy partout, hein. Est-ce que c'est le côté psychologique qui a tellement tenu contre Oui, nature? voilà, c'est ça que le corps s'est Voilà, que le rebellé corps dans s'est tout ce qui pouvait. exprimé, Voilà. peut-être, ou peut-être que pas. Enfin, on ne saura jamais, bon, peu importe, Ouais, en finalement. tout cas, il y a un trait qui est clair, c'est quand même une fatigue qui peut amener jusqu'à Mm. un effondrement Et en fait, physique. il faut pouvoir. Oui, parce que le cerveau est en surconscientisation, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est à charge Donc, mentale, c'est. plus, Ouais, plus, ouais, plus, plus. tout le temps. Mais je ne dors jamais du cerveau, mais même la nuit, je suis tout le temps en train de penser. Bon, je pense que je dors quand même, bon, tu vois, parce qu'on peut dormir, mais Oui, je dors quand mais c'est même, peut-être moins de mais sommeil paradoxal que d'autres personnes, on ne sait ouais, pas. Il y a sûrement je sais pas, ouais. des phases de sommeil Et différentes. du coup, oui, c'est vraiment très, très lourd à porter. Et la plupart des femmes ont cet effondrement-là. Alors, par rapport aux compétences dont tu parlais, qui sont assez caractéristiques des femmes, alors les femmes, elles vont vraiment bien s'adapter, je pense, à leur environnement. Elles vont être capables de travailler dans à peu près tous les domaines. Quand les garçons vont être plus stéréotypés et très, très matheux, en fait. Alors, Oui, je fais des généralités, mais c'est pas toujours vrai, hein, parce que le frère d'un des autistes qui vit dans une des colocations du Club des Six, qui lui-même est autiste Asperger et qui écrit des bouquins. Donc voilà, rien à voir avec les maths, mais voilà, très souvent, on retrouve les garçons autistes Asperger dans des fonctions plus pointues de développement web ou traitement ou de mathématique, sciences, ou de physique. neurologie. Exactement. Ouais. Et on voyait que les filles, peut-être plus, et en plus dans ce besoin de comprendre les mots et les choses dans des domaines aussi plus psychologiques parfois, ou de Oui, parce qu'en militantisme plus, ou autre. en tant que maman aussi, ben voilà, alors Voilà. moi, avant d'être diagnostiquée, j'avais acheté, mais je sais pas, je dois avoir une soixantaine de bouquins sur l'éducation positive. Parce que, parce que ça m'intéresse, et parce que je ne crie pas, parce que
parce que j'avais besoin de comprendre mes enfants HPI aussi. Alors pareil, hein, j'ai les 50 ouvrages sur l'enfant HPI, l'adolescent HPI, l'enfant surdoué, l'enfant zèbre, l'enfant machin, l'enfant bidule. Et bon, bah, ça donne des clés. Et quand je lis ça, je dis, bon, je suis pas trop à côté de la plaque avec eux, mais ils vont grandir, ils vont faire des petits zèbres aussi, et puis voilà, on sera une armée de zèbres. Ça fait du bien d'être avec un mari qui est hyper intelligent aussi, mais qui n'est pas zèbre a priori, et qui apporte un équilibre aussi dans la famille, dans le noyau familial, parce que c'est lui qui est capable de me dire que je suis un peu borderline, que je parle un peu trop vivement, ou que il est capable de me... Maintenant que le diagnostic est posé, parce qu'avant c'était non mais avec les enfants notamment quand ils sont entrés dans l'adolescence, ils ont oublié toute la lexicologie qu'ils avaient formidable quand ils étaient petits. Aujourd'hui, je leur fais tout le temps préciser si vous voulez dire ça ou ça. Alors, c'est pénible pour eux parce qu'ils ont l'impression que je suis tout le temps en train de les reprendre. Et c'est pénible pour moi parce que je comprends pas ce qu'ils racontent. Bien sûr. Et du coup, au départ, mon mari pouvait me dire, je ne fais pas exprès, quoi, là, tu titilles. Je fais, non, je comprends pas. Il a dit ça, ça veut dire ça. Ah non, ça voulait dire ça. Dans ce cas-là, il n'avait qu'à dire ça. Et quiproquo non plus. Ah, mais il y a un moment, voilà, utilisez les bons mots, quoi. Donc, le diagnostic permet aussi d'adoucir tout ça. Et puis, de donner des clés à l'autre de compréhension. Aussi, ouais. Et puis, d'adoucir. C'est ça. Puis, mon mari qui fait du saxo, bon, c'est un son, pour le coup, que je ne supporte pas. C'est horrible. Enfin, je supporte pas ça. C'est comme la lime à ongles, là, le bruit, rien que d'y penser, c'est horrible. Bon, il joue mieux que de la lime à ongles, mais il n'empêche que c'est un son qui est compliqué pour moi. Ouais. Il joue bien, c'est pas la question, mais du coup, aujourd'hui, il me demande, on s'est aménagé des espaces où il peut jouer, où il m'informe du fait qu'il va jouer, et donc moi, pendant ce temps-là, je me mets en mode, il va jouer pendant 20-30 minutes, je suis pas obligée de rester au même étage, je peux même sortir si j'ai envie, etc. Et c'est comme n'importe quel repas, les repas de famille à Noël, c'est horrible, c'est horrible. Je les aime tous, hein. Et savoir que je vais devoir passer 3 heures avec tout ce bruit, tous ces enfants, voilà, c'est compliqué. Et alors quand moi je vais recevoir, mais je sais que ça dure que 3 heures, donc j'arrive à le canaliser. Mais après quand je rentre chez moi, je m'effondre. Et alors quand c'est moi qui reçois, parce que j'essaye aussi d'avoir une vie sociale à la maison pour pas couper ma famille de leurs amis et tout ça. On a l'anniversaire de mon fils aîné là, dimanche prochain. Bon, je suis déjà en train de me rendre malade parce que il faut tout organiser, ce qui n'est pas compliqué, j'ai déjà fait plein de fois, mais voilà, c'est l'organisation qui fait il faut que tout soit hyper précis dans ma tête, il faut que tout soit super bon, super bien fait, et que les gens soient à l'heure, parce que sinon ça me stresse, même 2 minutes de retard, je ne sais pas, ça sert à quoi de donner 1 heure à quelqu'un s'il vient quand il veut, quoi. Le pire, c'était le jour de mon mariage civil. Je raconte ma vie, hein. Non, ça donne des exemples, tu vois, aux gens qui se poseraient des questions, au moins c'est hyper précis sur plein de types de situations. Quand on s'est marié civilement avec mon mari, le mariage civil était à 11h, et on savait que mon beau-frère, c'est le frère de mon mari, parce que j'ai plusieurs beaux-frères, on vit pas sur le même, je sais pas, on est en complet décalage horaire. Lui, il commence à se lever à l'heure à laquelle on est censé passer à table en famille. Bon, c'est sa spécificité à lui. C'est un mec suprêmement brillant, mais bon, pas sur les horaires. Non, ça, il est pas brillant sur les horaires. Mais bon, lui, ça le stresse pas, ça stresse à peu près personne sauf moi, donc voilà. Les gens qui ont préparé à manger. Et pour le mariage civil, du coup, on lui avait fait un faire-part à part. Parce qu'on savait que de toute façon, il était témoin quand même, donc c'est important qu'il soit là. Et on savait que de toute façon, il n'arriverait pas à l'heure. Donc, on avait mis 11h à tout le monde, sachant que quand on est invité à un mariage, surtout quand on est témoin, on arrive un petit peu en avance quand même. Et lui, on lui avait fait un faire-part en disant que c'était 11h30, et il s'est pointé à 11h20. Non, c'était l'inverse, c'était 11h30. Pardon. C'était l'inverse, donc c'était 11h30 le mariage, et lui, on avait fait un faire-part pour 11h, et il s'est pointé à 11h20. Génial, super stratégique.
Mais ouais, mais bon, quand même, moi, Oui. c'est un comportement que je ne peux pas comprendre. Je comprends. Enfin, Moi aussi, je suis très ponctuelle et ça, ouais, ça me fait bizarre aussi. je n'aime pas ça. Donc, bon, voilà, Non, donc au ça, moins, c'est des exemples, merci, hein, parce que c'est des exemples entre la baguette de pain, le portable, etc. On voit au moins ce qui se passe parce que ben, comme c'est invisible, il faut qu'on arrive à décrypter ce qui se passe dans ton cerveau. C'est ça qui est ouais. intéressant. Et du coup, Mm. quand on en parle, c'est tellement plus concret. En plus, je trouve ça bien parce qu'on en parle aussi avec humour et on aime bien Oui. l'humour toutes les deux. Et je Mm. trouve que c'est sympa de se dire aussi, oui, ça peut être léger quand tout le monde a compris et que les autres savent et que du coup, il n'y a pas besoin de faire des reproches, il n'y a pas besoin, c'est comme ça, C'est hein. ça. On se fait C'est souvent une vachement plus montagne léger. des choses et puis pour revenir enfin à ta question de départ, savoir auprès des employeurs comment, je Oui, vais pas oublier, hein, bien. comment ça peut être traité, de façon pas si compliquée que ça en fait, parce que vous voyez bien que je suis quand même prête à m'adapter et que l'inclusion dans l'autre sens n'est pas très compliquée. Le fait d'avoir pu annoncer mon diagnostic à mes employeurs à partir du moment où je me suis retrouvée au chômage, j'ai créé une lettre de motivation qui expliquait mon autisme Asperger, en quoi ça consistait, et en disant en quoi c'était une force dans mon métier de responsable communication. Et quand j'ai passé des entretiens, alors c'est d'abord des entretiens téléphoniques, donc j'ai toujours peur que cet exercice Oui. soit pas facile. Bon, donc je me concentre énormément et tout ça. Et les entretiens que j'ai pu passer, je les ai passés en ayant prévenu la personne que potentiellement pendant l'entretien, enfin, il fallait pas qu'il y ait de bruit, il fallait pas que mon esprit soit trop capté par d'autres mouvements, qu'il fallait pas se méprendre quand je cherche, quand je pose une question, quand je reprends une personne sur un terme, c'est plus pour me faire expliciter et pas du tout parce que je reprends la personne sur le fait qu'elle n'a pas utilisé Mhm, un bon mhm. vocabulaire, donc parce que ça peut heurter. Euh, donc j'ai passé des entretiens qui sont très bien passés avec plutôt des missions handicap, des grosses entreprises Mhm. ou dans des associations où le handicap ils connaissent et c'était pas une difficulté pour eux. Et puis après, en ce qui me concerne, Il y a le travail à la maison aussi, comme tu as dit, hein, pour ouais, éviter. donc ils ont mis en place, alors ils m'ont demandé ce dont j'avais besoin une fois que on s'est entendu sur le fait que j'allais travailler chez eux. Donc il y a beaucoup de télétravail, mais d'autant plus du fait que je suis vraiment loin géographiquement, donc sinon si j'étais à côté, je pense que j'irais beaucoup plus Oui. souvent. Mhm. Travailler à la maison, ils m'ont équipé aussi informatiquement parce que je suis très sensible aux lumières, donc il faut des écrans un petit peu adaptés. Donc j'ai en doublon à la maison et au bureau, bien que je ne sois pas très souvent au bureau. Et puis c'est aussi, il y a un espace dans lequel je peux me ressourcer au bureau, qui est hors bruit, hors conversation, hors stimuli de toutes sortes, dans lequel je peux me mettre si j'ai besoin. Bon, je n'ose pas encore le faire, mais je sais que si j'ai besoin, je peux. Mhm. Et puis, j'ai le droit d'avoir un casque anti-bruit si je veux. J'évite de trop le mettre parce que ça fait vraiment, ça sert à rien de venir au bureau si c'est pour se couper des autres. Mais mes collègues, quand on est en open space, font en sorte d'aller téléphoner ailleurs ou en tout cas de pas faire trop de bruit autour de moi quand je suis là. Oui, donc Donc, c'est pas c'est si super sympa. compliqué que ça, au C'est final. pas compliqué. Et justement, j'ai commencé à faire des petites vidéos un peu sur le sujet Mhm. l'année dernière en expliquant en quoi c'était pas compliqué. Et du coup, aujourd'hui, je fais des petites interventions, des petites conférences, soit auprès des RH, soit auprès des salariés. Côté RH, pour expliquer justement que le processus de recrutement n'est pas compliqué, que l'inclusion n'est pas compliquée, et que c'est même une valeur ajoutée pour une entreprise d'avoir une mixité de cerveau. Et côté salarié, souvent, il y a pas mal de personnes qui n'osent pas parler du fait qu'elles ont ce type de handicap-là. Parce que bon, moi, j'ai un frère qui a un diabète insulinodépendant, donc de toute façon, ça se voit. Enfin, quand il doit sortir faire ses piqûres et tout ça. Mais en fait, tant que ça n'atteint pas le côté cognitif, tant qu'on s'imagine pas que la personne, il lui manque peut-être une case, c'est moins difficile à accepter de la part de l'employeur, je pense, que quand on dit autiste, ah oui, mais ça veut dire que ça va pas être facile, elle va pas comprendre tout ce qu'on lui dit, etc. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire Bien sur sûr, la d'éducation, connaissance, la connaissance sensibilisation. Mhm. de ce que c'est. Et, donc voilà, et côté salarié, donc souvent j'ai des retours très positifs de gens qui me disent ben, merci parce que du coup j'ai osé en parler à mon employeur
Et ceux qui me disent j'hésite, je ne sais pas si je dois le faire, je dis d'abord, la réponse t'appartient à toi, tu n'es pas obligé de te déclarer. Même quand tu as une RQTH, tu n'es pas obligé de la déclarer à ton employeur. Mais dis-toi que si tu as peur que ton environnement, ton entourage, ou professionnel ou personnel, te tourne le dos parce que tu annonces que tu as un handicap, c'est que tu n'es peut-être pas au bon endroit, Ouais. d'entourer des bonnes personnes. Et Dieu sait si l'environnement fait énormément de choses dans tout ça. Moi, j'ai fait le tri, ou le tri s'est fait naturellement autour de moi quand j'ai annoncé que j'étais autiste Asperger. Bon, en fait, d'être HPI, je ne l'ai pas trop dit au départ parce que elle se la pète, 154 de QI. Je commence par un chiffre qui fait la personnalité ou qui fait l'humain. Mais l'autisme, ça, je l'ai annoncé donc avec l'aval de mon mari et de mes enfants. Bon, voilà, il y a ceux qui mettent en doute, il y a ceux qui félicitent d'avoir osé, il y a ceux qui disent ah, je le savais. Et puis voilà, donc je suis entourée de gens plutôt bienveillants aujourd'hui, donc c'était bénéfique, forcément vertueux. Naturel. Exactement. Donc aujourd'hui, je suis pas malheureuse. Et comme je suis plutôt sollicitée, que je porte un message que j'appelle l'hymne à la joie de l'inclusion, voilà. C'est pas facile, franchement. Là, je prends sur moi parce que c'est un beau moment et que je sais que ça va permettre d'essaimer ce message grâce à ce genre d'interview. Ça me semble important. Puis surtout, je crois que si j'arrivais avec un visage, ce matin, j'étais crevée. J'étais vraiment épuisée. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il y a des matins comme ça où tout est déjà trop compliqué. Pour autant, j'étais contente à la perspective de faire cette interview parce qu'on avait échangé avant et que j'ai vu tes vidéos et que je sais que voilà, le message est joyeux. Et je me dis, c'est important de montrer un visage souriant et qui donne envie parce que les gens vous renvoient le message que vous portez. Donc, si j'arrivais avec un visage fatigué, misérabiliste, ouais, je suis handicapée, ouais, ben, je vis avec un handicap, et ben, on vit ensemble, on est très bien. Hein. Voilà, je pense que les gens vous renvoient le message que vous envoyez. Donc, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Oui, je trouve que tu parles très bien et avec honnêteté. Et je te remercie d'avoir quand même maintenu, malgré le bruit et la fatigue, parce que je trouve ça super intéressant. Et voilà, tout ce qui est invisible est très compliqué aujourd'hui. Oui. Et essayer de faire le pont entre aussi les entreprises et les salariés, c'est super important. C'est quand même, on parlait de neurodiversité, 20 à 30% de la population, donc c'est énorme. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien qui est fait. On est encore dans les balbutiements, même dans les recherches scientifiques pour tout ça. Il y a encore, je pense, plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, de toute façon, en parler, quel que soit le message aussi, même si on est un peu fatigué, c'est super déjà. Moi, ma philosophie, c'est mieux vaut fait que parfait des fois, même si j'étais une bonne perfectionniste, j'en reviens. Donc c'est super. Écoute, merci. Pour finir, est-ce que tu veux nous dire aussi où est-ce qu'on peut te retrouver? Peut-être ta chaîne YouTube, des réseaux sociaux pour qu'on puisse continuer à te suivre. Moi, je le mettrai de toute façon, si tu veux, en dessous de la vidéo. Et puis, voilà, quelles sont tes prochaines interventions? Qu'est-ce que tu essayes de défendre? Où est-ce qu'on va te trouver? Alors, sur tous les réseaux sociaux, parce que c'est plus facile pour moi de communiquer sur un réseau social qu'au téléphone. Oui. Voilà. Alors, envoyez-moi un Zoom, sinon une invitation Zoom, je vous répondrai en général. J'ai la chance d'avoir une patronne qui m'encourage aussi dans ce message-là aussi. Elle me dit fais ce que tu as à faire pour que les choses soient mieux connues. Donc, c'est très agréable de pouvoir travailler avec elle. Donc là, sur tous les réseaux sociaux, vous cherchez Lali du Gelé, vous me trouverez sur LinkedIn. On mettra les liens en commentaire de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Absolument. Et je fais beaucoup d'interviews en ce moment. Après, il y a 2 gros événements qui arrivent, dont j'aimerais bien parler effectivement. Il y a le festival Touquet-Heures qui se déroule les 10 et 11 juillet au Touquet. Qui est un festival sur 2 jours. Le samedi soir, ça s'appelle l'avant-première du festival parce qu'en fait, cette année, ils lancent le concept et puis l'année prochaine, ce sera un truc de folie. Donc, le 10 et 11 juillet, le 10 au soir, il y a des têtes d'affiche, donc concert. Alors, je n'ai pas tout retenu, mais il y a Kezia Jones, Percut Jam, Vidéo Club, Malik Judy qui jouent, mais ce sont ceux qui sont signés, mais il y en a d'autres qui arrivent.
Et donc ça, c'est pas très cher, c'est entre 29 et 49 euros. Et c'est en fait tous les fonds, les artistes viennent jouer gratuitement. Donc ça, c'est quand même plutôt rare pour pouvoir le signaler. C'est Et vrai. tous les bénéfices qui seront retirés de cet événement seront reversés aux associations qui sont partenaires, donc Autisme Info Service qui organise ce festival et les associations qui gravitent autour. C'est pas dédié que à l'autisme, c'est un peu le prétexte, on va dire, mais évidemment, toutes les neurodiversités sont bienvenues. Il y a des associations pour Trisomie 21 qui seront là, pour dyspraxie, etc. Donc, c'est toute la neurodiversité. Et le lendemain, le dimanche, il y aura la diffusion gratuite du téléfilm qui avait été fait par Samuel Le Bihan, T'en fais pas, je suis là, qui retrace un petit peu sa vie de papa d'enfant autiste sévère. C'est lui qui a créé avec Florent Chapelle Autisme Info Service. Et donc voilà, donc il y aura la diffusion de ce téléfilm. Après, suivi ensuite d'un débat, c'est pas vraiment un débat, parce qu'on va pas débattre, mais en tout cas de questions-réponses avec le public. Et j'aurai la chance d'être sur scène avec Samuel Le Bihan, Elisabeth Tchungi et Florent Chapelle et d'autres invités pour répondre. Et c'est vrai que voilà, je ne suis pas du tout dans le même spectre autistique que les enfants de Florent Chapelle ou Samuel Le Bihan ou Elisabeth, mais c'est important aussi de montrer toute la palette de nuances de bleu de l'autisme. Donc ça, premier gros rendez-vous. Et le prochain, il y a évidemment le Salon international de l'autisme qui se déroule à Lyon les 22 et 23 octobre, où bon, là, je ferai partie des intervenants aussi. Je tiens quand même à préciser qu'on commence à voir un petit peu dans pas mal de papiers, dans des interviews filmées. Ce qui compte, c'est vraiment pas moi. Moi, je suis rien. Je suis Une juste messagère. porte-voix, voilà, d'un handicap que je veux rendre plus visible. Et puis voilà, raconter que le handicap, c'est aussi beaucoup l'environnement. Et parce que moi, je vis très bien comme ça en fait. Ce qui me handicape, c'est l'extérieur, c'est ce que les gens Bien vont sûr. penser. Donc militons pour l'inclusion et tout le monde devrait bien s'y retrouver. Ouais, j'aimais aussi beaucoup, pour conclure la phrase de Julie, justement, Dachès, qui disait, c'était son message, l'autisme, c'est bien plus que ce que tu crois, par rapport aussi au message que tu es en train de passer. Et je trouve ça génial parce que je crois qu'on a vu aujourd'hui que c'était bien plus que les clichés et stéréotypes qu'on peut véhiculer là-dessus. Et j'aime bien l'idée des 700 000 nuances de bleu dont tu parlais, en tout cas en France, puisque c'est le dernier chiffre sur le nombre d'autistes en France. Donc, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Et puis, là, je vais faire aussi encore des Insta Live, je pense justement avec Jennifer, pour utiliser d'autres médias et continuer à parler de ça. Et j'espère que ça pourra atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Okay, certainement. En tout cas, merci de te joindre à cette cause de mise en visibilité de toutes les diversités et potentiels. Merci, c'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à avancer, c'est hyper important. Eh bien, encore une fois, merci. Et puis, j'espère à très bientôt et te revoir bientôt pour nous dire toutes tes avancées, peut-être l'année prochaine. Ok, merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!